Bonjour et bienvenue à la Villa Gilet. Ici, au Petit Théâtre de la Villa Gilet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, à Lyon et à Bergen, l'écrivaine française Joy Serment. Bonjour. Merci, Joy Serment, d'être ici. Merci à vous. Joy sort cette semaine en France le livre « À la folie » aux éditions Flammarion. Et c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici pour ce qui est presque le lancement de ce livre. Joy, vous êtes connue en France depuis un certain temps, puisque c'est, si je ne me trompe, votre 10e roman. Oui. Vous avez fait votre première apparition en librairie il y a déjà une quinzaine d'années avec Boys, 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 qui avait gagné le prix de Flore à l'époque. Et depuis, ce sont plusieurs titres qui se sont succédés. J'ai en tête Paris, Gare du Nord en 2011, Comme une bête, et La peau de l'ours, plus récemment. À la folie, c'est votre 10e titre. C'est un récit de fiction, mais c'est une fiction qui nous amène très près de personnages très réels, ceux d'un pavillon 4B dans lequel sont internés des personnages, des fous, dans une situation d'internement psychiatrique. Et ce que nous raconte ce livre, c'est les journées, les paroles, la vie de tous ces fous soignés là, mais aussi de leurs soignants, à travers une galerie de personnages que nous découvrons peu à peu et dont nous nous sentons très proches en lisant ce livre. Donc pour entrer dans la lecture, Joy Serment, vous allez nous lire un petit passage qui arrive assez tôt dans le roman et qui correspond au personnage de Franck. Franck n'est qu'un seul parmi plusieurs personnages qui vont nous accompagner tout au long du livre, mais c'est par lui qu'on commence. Franck a 40 ans. Il est bien connu au pavillon 4B. Il y fait des séjours réguliers depuis plus de 20 ans. De l'appartement de sa mère au centre de crise, de l'hôpital de jour au foyer d'accueil médicalisé, puis retour à la case départ en service fermé. Il m'a dit « je reviens dans 5 minutes » et a réapparu après avoir enfilé une polaire sur son pyjama en papier crépon et chaussé une paire de claquettes de piscine. Il a proposé de s'asseoir dans la salle télé et raconter sur un ton équanime une vie pleine de peine et de violence. Petit, j'étais dyslexique et mon père me tabassait. Comme il était dermato, il savait exactement où taper pour que cela laisse le moins de traces possible. Il me cognait pour un oui ou pour un non, parce que j'avais utilisé trop de papier toilette. Et ma mère buvait 2 bouteilles de Porto par jour. Ça peut vous paraître beaucoup, mais dans son village, c'était la norme, la dose habituelle. Tout le monde buvait ça. La dernière fois que mon père m'a frappée, j'avais 13 ans et c'était un 14 juillet. Le sang a giclé, je me suis rebellée, j'étais devenu grand et fort et j'ai eu le dessus. Le psychiatre m'a expliqué que c'était excitant de frapper. Peut-être que j'excitais sexuellement mon père. Mais je ne l'ai jamais dénoncé. J'ai toujours gardé ça pour moi. Je ne voulais pas qu'on m'envoie à la DAS. D'ailleurs, je ne lui en veux pas. J'ai juste parfois un peu de rancœur. Il vient me voir à l'hôpital, il m'apporte des clopes. J'aime mes parents, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est mon seul lien et je le garde. Voilà, après cette mauvaise période, j'ai passé un CAP jardinier paysagiste. J'étais très bon en taille d'if. J'ai travaillé quelque temps au service espace vert et ça m'a lassé. Alors je me suis dit, pourquoi pas chasseur alpin ? Mais la semaine précédant l'examen, je ne dormais pas, je fumais du shit en regardant la télé, j'ai pété les plombs et tout ça s'est terminé à l'HP. J'avais 19 ans, c'était mon premier séjour. J'y suis restée 2 ans. Quand je suis sortie, j'ai rencontré une fille. Je ne travaillais pas, j'étais asociale de toute façon. Alors je me suis installée chez elle. On était bien. Je lui cuisinais des pâtes à la carbonara, des cuisses de grenouille et du roast-beef. Et on est même descendu à Cannes en vacances. Ma copine était nympho, mais je m'en foutais. Ça a tenu comme ça plusieurs années et un jour, à nouveau, j'ai fumé trop de shit. Mes yeux sont partis à l'arrière de ma tête, ils se sont collés au fond de mon crâne et ils me regardaient, ils me surveillaient, c'était insupportable. J'avais trop de délire en moi. Et aussi le cadavre d'un jumeau que j'avais avalé dans le ventre de ma mère parce que j'étais le plus fort des deux, le plus volontaire. Trop de délire en moi. Et des morceaux de moi qui s'éparpillaient. Mon estomac qui disparaissait, mon ventre qui devenait creux, troué. Il va mieux maintenant, touche, regarde comme il est bien bombé. Trop de délire en moi. Et un ectoplasme qui m'espionnait, me suivait partout en silence, glissait sur les murs, le plafond, le sol. Tellement de délire en moi qu'il paraît que j'ai agressé un patient en arrivant parce qu'il marchait avec mes jambes. Il m'avait volé mes jambes, ce bâtard. Franck prend une longue inspiration
rapproche sa chaise, vérifie d'un coup d'œil que personne ne nous épie et se penche à mon oreille. Tu sais, à un moment, j'étais tellement pure que je me suis allongée dans l'herbe et plein de marguerites se sont mises à pousser autour de moi. Franck est en Sdreux, soin sans consentement sur décision d'un représentant de l'État, pour violence. Il a poignardé le chien de sa mère. Pourtant, Franck raconte que c'est lui qui est déjà mort 10 fois, poignardé dans la rue par des passants, puis ressuscité. En réalité, il ne dit pas « je ressuscite », il dit « je revis », et cela fait une grande différence. Cela signifie que la vie est tapie en lui, qu'elle ne tombe pas du ciel, qu'elle n'est pas un miracle, mais une ressource. Franck me raconte aussi le loup-garou blotti dans ses intestins. Il m'assure que s'il ne prend plus ses médicaments, il redevient la bête, que la conversion est immédiate. Mais la malédiction n'est pas tant d'être loup-garou que d'endosser cette apparence terrifiante, alors que son cœur est plein de bonté. Quand je fume du shit, je fais peur malgré moi. Je suis un monstre délicat pourtant, mais rien à faire. Les traits de mon visage effraient les gens. Franck, le tendre prodige, se désole de faire peur aux passagers du bus, alors que sa transformation n'a pour objet que d'absorber les ondes négatives qui polluent les alentours. Mais comment être compris quand l'expression du visage ne coïncide pas avec la vérité des intentions? Merci beaucoup. Donc, dans ce passage qui arrive très tôt dans le livre, et qui n'est qu'un parmi plusieurs personnages qu'on va suivre au travers de ces pages, on a déjà énormément de choses. On a la vie, la mort, un passé qui se réécrit et qui se raconte dans le présent de l'internement, puisque l'HP, en français, c'est l'hôpital psychiatrique, donc c'est bien de là qu'on parle. Il y a de la fragilité, de la folie, de la violence, et il y a un exergue qui nous dit « sigille la vérité ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport entre ces paroles et le sigille la vérité? Alors, j'ai passé pour écrire ce livre 1 an dans un hôpital psychiatrique à raison d'1 jour par semaine. Donc, tous les mercredis, je me rendais dans le service fermé d'un hôpital près de Paris. Je passais donc des heures avec les soignants, les patients, à recueillir leurs témoignages, à recueillir leur histoire, aussi à observer les situations, ce qui s'y passait, à éprouver aussi l'ennui que tous les gens qui sont enfermés là-bas connaissent. Je me suis rendu compte que la question de la vérité, elle était toujours remise en cause. C'est-à-dire que les patients, Franck par exemple, le personnage de Franck, me racontaient leur vie, et le lendemain pouvaient me la raconter à nouveau, mais en inventant une toute autre histoire. Voilà, le père qui pouvait être détesté un jour, le lendemain apparaissait comme une figure merveilleuse de leur existence. Donc la vérité, elle était toujours mise à mal, et on ne savait pas où elle était vraiment, et finalement je me suis rendu compte que ce n'était pas la question. La question, c'est de raconter des histoires. La question, c'est que la folie, elle se réinvente sans cesse, voilà, dans la parole des internés. Donc, il n'y avait pas vraiment de vérité. Et à un moment, je me suis dit, il faut arrêter de se poser la question de savoir si ce que me raconte Franck est vrai ou faux. Ce qui est passionnant, c'est la poésie et l'invention dans son discours. Et puis, la vérité, elle était aussi en crise du côté des médecins et des soignants. Parce qu'en fait, j'ai constaté qu'ils n'arrivaient jamais à se mettre d'accord sur un diagnostic ou sur la gravité de la folie d'un patient. C'est-à-dire qu'un médecin pouvait dire « Franck, il délire, mais il ne souffre pas, alors laissons-le sortir ». Un autre pouvait dire « Si, justement, il n'a pas conscience de sa souffrance et c'est pour ça qu'on doit le garder pour le soigner ». Et donc aussi, du côté de la médecine, il n'y avait pas de vérité sur les patients. Il n'y avait pas de vérité qui tienne, parce qu'un jour, un patient avait l'air totalement délirant, le lendemain, il tenait des discours tout à fait raisonnés. Donc la folie elle-même, on ne savait pas si elle était vraie ou simulée. Voilà, donc la question de la vérité, j'ai voulu l'interroger pour montrer que finalement, il fallait la mettre de côté et qu'il fallait juste recevoir la folie, cette espèce de reconstruction de la réalité permanente. Donc après la question de la vérité, je suis tentée d'en poser une seconde qui concerne la fiction, puisque en France, nous avons une tradition d'écriture sur la folie. Il y a 2 grands textes, ceux de Michel Foucault, ceux de Gilles Deleuze, que clairement vous connaissez,
qui sont là, quelque part derrière le texte. Mais ce dont il s'agit ici, c'est bien d'un récit de fiction. Et c'est une fiction, on ne sait pas à quel point ces personnages sont vrais et à quel point ils sont le tissu de personnages que vous auriez rencontrés. Mais c'est en tout cas très clairement une fiction parce que la force du texte tient au montage de ces paroles et à leur manière de, l'une après l'autre, construire et interroger progressivement notre rapport à la vérité, mais aussi au récit de soi. Oui, alors c'est une fiction qui se construit, on va dire, sur une base documentaire. Comme je le disais, il a fallu quand même que j'aille m'imprégner d'une certaine atmosphère, l'atmosphère de l'hôpital psychiatrique, qui est très difficile quand même à restituer quand on ne la connaît pas, quand on ne l'a pas éprouvée. Il a fallu quand même que je recueille comme ça un certain nombre de paroles, que je me familiarise aussi avec la parole délirante et déraillante de la folie, que je me familiarise avec la parole médicale. Donc il y a au départ, comme une espèce de terreau ou de planche d'appel, il y a ce travail de terrain documentaire qui a duré 1 an. Et puis après, il y a 1 an d'écriture, où là justement j'ai ces matériaux, et comme vous dites, j'opère un travail de montage entre les différentes paroles, un travail de métamorphose des personnes en personnages, justement. C'est-à-dire que j'ai rencontré des malades avec des noms et des vies, et il a fallu, ne serait-ce que pour des questions de confidentialité, les métamorphoser en personnages, c'est-à-dire aussi raconter comment moi je les ai vus, comment je les ai fantasmés moi-même, ce que j'ai imaginé de leur vie qu'ils ne disaient pas. Un montage qui fait aussi que parfois 2 personnes fusionnent en une seule. Et puis, je me suis donné la liberté de la fiction, d'augmenter leur vie, d'augmenter leur récit, justement, d'autres aventures qu'ils auraient pu vivre, d'autres paroles qu'ils auraient pu dire. Le travail de fiction, c'est un travail, comment dire, de mise en bouche, finalement, de la langue des autres. C'est-à-dire que j'ai recueilli la langue des fous, je le dis de façon un peu triviale, mais je l'ai mise dans ma propre bouche, dans ma propre langue. C'est-à-dire que ce n'est pas une retranscription journalistique, entre guillemets. C'est comment leur langue passe dans la mienne et donne lieu à une histoire et à un récit. Et au passage, passant de la parole d'un malade à la parole d'un personnage, dans cette transmutation qui se fait des paroles d'origine qui passent à travers la bouche du narrateur, ce qui se dit de la violence, je pense, change de nature. Puisque ce que nous lisons, nous, dans le texte, c'est une construction et un parcours autour de quelque chose qui est clairement d'une violence inouïe et une accumulation de violence. Il s'agit de la violence de toutes les frontières mal perçues, mal décrites par ces personnages, la violence du quotidien aussi, la violence du temps qui s'étire et la violence des souvenirs passés. Ce travail sur la violence, vous le menez de toutes sortes de manières à travers vos différents titres. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quel était l'objectif ici en écrivant ce texte-ci? L'idée, c'était de rendre compte, en effet, de la violence de la psychiatrie. Alors, comme vous le dites, déjà, violence qu'ont subie les gens qui sont enfermés en psychiatrie, la plupart ont des histoires personnelles extrêmement tragiques. Violence d'être enfermé, violence de la privation de liberté, violence de la folie qui explose, justement, en crise, en scarification, en hurlement. Et à l'origine, je peux dire que j'étais venue pour être le témoin de cette violence et pour aussi nous obliger à la regarder, nous obliger à regarder cette autre partie de nous-mêmes. Et ce qui était intéressant, c'est que je me suis rendu compte que la violence, elle cohabitait avec toute autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un bloc de violence, comme dans la vie en général, on n'est jamais face à des monolithes, les choses sont toujours obscures, ambiguës. Et donc à l'hôpital psychiatrique, il y a de la violence, il y a la violence de ces parcours, mais il y a aussi ce que j'appelle dans le livre la vie qui insiste. C'est-à-dire qu'il y a encore de la place pour
pour des joies minuscules, la joie de pouvoir sortir dans le jardin fumer une cigarette. Il y a de la place pour l'ironie. C'est là où je reviens sur la question de la vérité. Les fous sont capables de se moquer de leur propre folie, donc de rire de leur propre folie. Et donc s'ils rient de leur folie, c'est peut-être qu'ils ne sont pas si fous. Donc là aussi, la vérité vacille. Et puis, il y a cette communauté de fous qui s'organise pour aller contre les règles de l'hospitalisation, pour cacher des effets personnels, pour s'échanger des cigarettes en contrebande. Il y a quelque chose de vivant qui est dans la résistance justement à l'enfermement, qui est dans la résistance au malheur. C'est vraiment un lieu où on se rend compte qu'on ne vient pas si facilement à bout d'une vie et de ce qu'elle peut avoir de joyeux et de lumineux. C'est vraiment une expérience de la résistance. C'est ces vies nues qui veulent encore exister malgré l'enfermement. Et effectivement, l'impression qu'on a à la lecture est une impression d'incroyable vitalité. Derrière la violence, autour et à côté de la violence, il y a cette vie des personnages. Et il y a aussi beaucoup d'empathie. De l'empathie parfois pour les personnages les plus délirants, les plus enfermés aussi. Et c'est là que la fiction accomplit aussi son tour de force. Ce vieux mécanisme de la fiction, de l'identification, on le retrouve même là, même jusque-là et dans ce texte. Oui, tout à fait. Je pense que l'empathie, on pourrait dire que c'est le ressort de l'écriture fictionnelle, de l'écriture romanesque. C'est peut-être un des marqueurs qui la distingue justement de l'écriture journalistique. Si j'avais écrit un livre de journaliste, il n'y aurait pas eu de place précisément pour l'empathie. Il aurait fallu que je me tienne à une neutralité, à une objectivité, à une vérité précisément. Or, pour moi, la fiction, c'est précisément l'expression dans le langage de l'empathie. Je ne vois pas comment on peut écrire sans empathie, je ne vois pas comment on peut écrire sans adhérer à son objet. Le dégoût ou la haine, alors peuvent être des moteurs de pamphlets ou de manifestes, mais ne me semblent pas pouvoir être des moteurs d'écriture fictionnelle, dans le sens où il s'agit de se confondre pendant le temps de l'écriture avec un sujet, de se choisir un pays, un temps, un territoire où on veut habiter. Donc ce qui m'intéressait dans la psychiatrie, c'est que cette empathie propre au roman, c'est-à-dire prendre un sujet, l'accompagner et le donner à voir aux autres, il rejoignait ce qui est le ressort même du soin, l'empathie du soin, c'est-à-dire qu'en psychiatrie, on soigne par l'empathie, on soigne par le lien, par la relation, par la bienveillance à l'autre. Donc l'empathie de la littérature et l'empathie du soignant se retrouvaient dans ce sujet, et j'ai essayé de les faire converger d'une certaine façon. Voilà, donc l'empathie de cette fiction, de ce travail fictionnel, face à l'empathie du soignant, mais au milieu de tout ça, une violence incroyable, la violence de la folie, et ce travail langagier et stylistique autour de tout cela qui est réellement un tour de force. Merci beaucoup, Joyce Orman, et belle vie au livre. Merci.